C'est bon? Oui, vous m'entendez bien. Bon, alors à nouveau mes excuses, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si vous m'avez entendu quand je l'ai dit tout à l'heure. J'étais retardée par un coup de fil, je suis vraiment désolée. Voilà, donc je vais m'entretenir sur les femmes de Burdigala et je dois dire tout d'abord que Burdigala c'est Bordeaux. Je pense que la plupart d'entre vous le savent. Et ensuite, il y a eu une journée organisée par le département, qui est tout à côté, sur ce thème par des universitaires en 2021. À peu près la même date, mais en 2021, en décembre 2021. Et à la journée à laquelle je dois beaucoup, puisqu'il y avait à la fois les universitaires de Bordeaux, mais aussi ceux d'autres universités, la Sorbonne, Dijon, Lyon, etc. Donc, des spécialistes sur ce sujet, sur les sujets de société en général, mais plus particulièrement donc sur ce sujet qui est à l'honneur depuis quelques années seulement, puisqu'avant on ignorait superbement le sort des femmes dans le passé, et particulièrement moins à l'époque médiévale, mais surtout à l'époque antique. Par ailleurs, un ouvrage est paru l'année d'avant, donc il y a fort longtemps déjà, sur les femmes en Gaule, duquel je me suis inspirée aussi, d'autant plus qu'il a séjourné assez longtemps, le chercheur qui a dirigé l'ouvrage, Monsieur Rémy et Monsieur Mathieu, ces deux messieurs, ont séjourné longtemps au musée d'Aquitaine et donc se sont inspirés des nombreux monuments conservés par le musée d'Aquitaine. Alors, comme j'avais fait une présentation, je pense que vous l'avez vu, c'est une présentation qui notait que la société romaine est très hiérarchisée, avec des codes et un droit, le droit romain, c'est pas pour rien qu'il existe, un droit très établi et très respecté. Il était hors de question, particulièrement pour les femmes, de ne pas y souscrire plutôt, parce que elles étaient vraiment sous la coupe et dans un milieu éminemment masculin, dans une société qui était éminemment masculine et conçue par l'homme et pour l'homme. Les indications que nous avons de cette société de Bordeaux nous sont connues et assez bien connues, surtout pour le peuple un peu, comment dire, pas très aisé, mais très répandu, évidemment la majorité de la population, par les monuments qu'on a extraits de la ville. C'est pour ça que vous voyez cette vue. En fait, je suis mal placée, non? Oui. Vous y voyez quand même? Je ne cache pas l'image? Bon, ça va. Qui ont été extraits de l'ancien rempart du bas empire romain qui date d'après 276. C'est un terminus postquem puisque en 276, de 276 date la pierre la plus précoce de ce rempart, trouvée dans ce rempart. En fait, le rempart, c'est ce que vous voyez, ça a le même aspect en fait que les murs du Palais Gallien, et il faisait un quadrilatère en gros, autour du centre de Bordeaux, et la rue des Remparts s'appelle comme ça parce que précisément elle suit le rempart romain. Et ensuite la rue de la Vieille Tour, c'est une tour romaine qui est à l'intérieur de l'hôtel de la Vieille Tour et qui a été transformée en glacière au XVIIe siècle, mais c'est une tour romaine. Et ensuite, comme ça, si vous passez le long du cours de l'Intendance ou un petit peu en retrait exactement, vous passez rue Paul Painlevé, et entre la rue Paul Painlevé et la rue Guillaume Brochon, vous avez une tour également du XIXe siècle. Extérieurement, elle est du XIXe siècle, en fait, elle est antique. Et elle est en élévation assez haute. Même la partie antique est relativement élevée. Et ensuite, on plonge jusqu'au fleuve par la rue du Pont de la Mousque, où on a retrouvé une épaisseur de rempart aussi. Et le rempart faisait plus de 4,50 m d'épaisseur. Donc vous imaginez le nombre de gros blocs qu'il a fallu pour bâtir la base de ce rempart. Autant de blocs qui ont été extraits quand les besoins d'urbanisme se sont fait sentir, à la fois au XVIIIe siècle grâce à Tourny, au XIXe siècle grâce à Haussmann qui a fait les plans, même s'il ne les a pas vus achevés, puisqu'il est parti avant. Bref, notamment Haussmann pour le cours d'Alsace-Lorraine. Bref, ces démolitions autour de la cathédrale, c'est l'image que vous voyez ici, ont permis d'extraire beaucoup de blocs romains réutilisés dans les bases de ce rempart, qui ensuite donc avait l'aspect au-dessus des murs du Palais Gallien, alternance de petits moellons et ensuite de lits de briques, et ce rempart donc enfermait des trésors de connaissances antiques. Donc c'est grosso modo depuis le XVIIIe siècle qu'on a le plus grand nombre de connaissances de la population bordelaise, parce qu'il y a des écrits sur les monuments funéraires qui ont été réutilisés pour ce rempart. Et ces monuments funéraires, c'était des tombes désaffectées, mais ce rempart, visiblement, a été construit en utilisant vraiment beaucoup de ressources de beaucoup de cimetières.
C'était pas, il y avait certainement des cimetières d'étrangers, des cimetières divers, et le tout a été réutilisé à des endroits assez précis du rempart pour que ça puisse nous indiquer déjà ça. Par exemple, les étrangers au territoire de Burdigala étaient au cours d'Alsace-Lorraine, et plutôt vers le bas du cours d'Alsace-Lorraine, vers le port, même le port antique, et les autres populations ailleurs. Quelques éléments du bâti prestigieux de Bordeaux se sont mêlés quand même à ces monuments funéraires. Mais c'est les monuments funéraires qui nous apprennent le plus. En dehors des monuments funéraires, il y a une autre source évidemment importante, ce sont les écrits. Mais les écrits ne concernent pas Bordeaux précisément pour les questions que nous allons voir, pour les femmes. Tout simplement parce qu'on ne parle jamais des femmes. Dans les écrits, on ne parle pas des femmes. C'est très rare. Il n'y a que dans le droit romain précisément, dans le droit que certains, Papien, d'autres, ont noté à quel point leur sort était peu enviable. C'était des gens lettrés, des gens qui réfléchissaient, des intellectuels, et du coup, ils avaient pu analyser quand même que dans cette société, il y avait quand même une part de la population qui était quand même superbement ignorée, dont les droits étaient superbement ignorés. Alors, on arrive aux représentations. Essentiellement, pour ce qui est des statues, ce ne sont pas elles qu'on retrouve dans le rempart. Hein. Évidemment, ce ne sont pas des blocs réutilisables tels quels. Ce sont des statues impériales. Là, il se trouve que c'est une statue impériale puisque c'est la statue très vraisemblablement de Claude, qui était Pontifex Maximus, enfin bref, chef religieux et en même temps père de la patrie cette année-là, l'année où il est représenté ici. Et on voit que ce sont des effigies presque toujours masculines. Un peu plus tard, mais seulement en avançant dans le Haut-Empire, c'est-à-dire plutôt vers le IIIe siècle que vers les 1er et 2e siècles, mais déjà vers la seconde moitié du 2e siècle, on trouve des effigies, des représentations honorifiques de leurs épouses. Mais ce ne sont jamais que les épouses. Elles sont reléguées. Même si ces statues étaient sur le forum, vraisemblablement, elles pouvaient aussi parfois orner des thermes, des espaces publics prestigieux qui avaient été mécénés ou par l'empereur ou par le gouverneur. Toujours est-il que ces statues impériales masculines étaient évidemment en bonne place sur le forum, alors que leurs femmes, certainement, ne bénéficiaient pas du tout du même endroit prestigieux. Donc, voilà pour les statues. Et les inscriptions, on va dire que c'est la même chose. Les inscriptions sont presque toutes les inscriptions honorifiques, les inscriptions importantes, les inscriptions urbaines, comme ici celle du praetor Caius Iulius Secundus. C'était le maire de Bordeaux à l'époque de Claude, c'est contemporain. Il a offert tout ce qui est adduction d'eau à Bordeaux. Voilà, c'est un évergétisme que seul l'homme peut faire. La femme peut être exécutrice testamentaire de son mari s'il vient de décéder et qu'il a fait un legs qui voulait être légué des biens ou des infrastructures ou financer des infrastructures, mais elle-même ne disposait pas de ces droits-là. Alors, les effigies féminines, j'en ai parlé, eh bien, ce sont les impératrices. Et là, nous avons une très belle statue au musée d'Aquitaine qui est celle d'une impératrice. Elle a été retrouvée, évidemment, pas dans le rempart toujours, mais elle a été retrouvée derrière la place Gambetta, dans la petite rue Lautrec, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, c'était derrière l'ancien magasin Virgin. Et entre la rue des Remparts et la rue Bouffard. Et c'est une statue tout à fait remarquable qui reprend un canon grec ancien du sculpteur Lysippe, qui est très célèbre, et qui est tout à fait remarquable. Là, il y a deux types, en fait. Il y a un type qu'il avait créé pour Déméter, qui est la déesse de l'au-delà, hein, puisqu'elle est allée rechercher sa fille aux enfers, sa fille Perséphone. Et justement, là, on a le type de la fille, Perséphone, sous les traits de laquelle, plutôt la pose de laquelle, le sculpteur romain a voulu représenter une impératrice. Alors, elle était voilée. Ça ne se voit qu'en examinant bien la statue, et quand le musée sera rouvert, vous aurez la chance d'avoir des clés pour mieux comprendre évidemment ce parcours et ce thème, mais aussi pour voir qu'elle est voilée, puisque en faisant le tour et en regardant derrière, on voit le début du voile sur ses épaules. Et le voile peut être un indice à la fois du fait qu'elle participe ou préside, elle peut présider des cérémonies religieuses, soit c'est en cas de deuil, soit c'est en signe de chasteté. Et même si elle est veuve,
elle se voile. Quand elle sort, elle se voile. Et c'est quelque chose qui est resté dans notre société encore très récemment, puisque encore au début du siècle, et dans les campagnes encore, des femmes se voilent. Alors, à l'extrémité opposée de la société, vous avez les esclaves. Les esclaves, c'est le sort le moins enviable, là, c'est évident. Simplement, on ne peut pas du tout assimiler les esclaves antiques aux esclaves d'aujourd'hui. Enfin, aux esclaves qui existent encore dans le monde, malheureusement. C'est pas ni à l'idée qu'on aurait si on connaissait pas bien l'Antiquité. Les esclaves eux-mêmes ont divers statuts et ils ont peu de possibilités dans la vie, il faut bien dire, mais ils ont la possibilité de se créer un petit pécule et de pouvoir racheter une part de leur liberté, c'est-à-dire d'être affranchis. Je dis bien une part de leur liberté parce qu'on lit trop facilement qu'ils rachètent leur liberté, mais non, c'est pas si simple. Une fois qu'ils sont affranchis, ils sont quand même sous la coupe de leur maître ou de leur maîtresse. Là, on a une esclave qui est qui n'a absolument aucun droit. On a son nom, on a... alors, je vais regarder son inscription parce que là, je la lis pas bien. C'est tout petit sur mon écran. Voilà, c'est Saturnina et elle est esclave et elle est même l'esclave d'un esclave. Elle est l'esclave de Polytimus en fait. Et on dit que c'est son compagnon d'infortune en tant qu'esclave qui a érigé ce monument. Parce qu'en fait, ils sont tellement dénués de tout que souvent, ils sont invisibles complètement dans la société et ils sont même souvent invisibles post-mortem, puisqu'ils n'arrivent même pas à financer un monument funéraire. Alors, il faut quand même mettre un bémol, que je ne lis nulle part, mais auquel il faut réfléchir, c'est qu'il est fort possible qu'ils aient eu des monuments funéraires en bois ou en matériaux périssables qu'on ne retrouve pas. Par exemple, on a même au musée d'Aquitaine des pierres tombales qui devaient être inscrites, peintes, et malheureusement, dont le texte a disparu. Alors, j'ai pu le déduire sur certaines parce qu'il y a ce qu'on appelle des lignes de guidage incisées qui montrent qu'il y avait un texte entre les deux lignes de guidage. Ce que faisaient les lapicides quand ils s'inscrivaient, ils avaient besoin de se guider avec des lignes comme on avait les cahiers à lignes au cours préparatoire. Mais en dehors de ça, c'est vrai, il peut y avoir des matériaux périssables, des choses qui ont disparu malheureusement assez rapidement. Le trou que vous voyez au centre était destiné à être muni d'un petit clapet. D'ailleurs, il y a les endroits pour les charnières qui sont visibles. Et donc, avec un petit clapet en bronze, vraisemblablement, on pouvait l'ouvrir à ce qui est la Toussaint, puisque la Toussaint a été créée par les Romains, en fait, la fête des morts. Et on l'ouvrait et on donnait à manger et à boire aux défunts pour qu'ils puissent accéder à l'au-delà sereinement ou y séjourner, tout simplement. Et en pratique, ici, c'est un simulacre, c'est-à-dire qu'on l'a fait, mais c'est pour la galerie, parce qu'en réalité, le canal n'a jamais été creusé jusqu'à l'intérieur, où il y a un trou en partie haute, enfin un évidement hémisphérique en partie haute, un autre évidement hémisphérique en partie basse dans une autre pierre qui, là, n'est pas présentée, et qui n'a pas de décor et qui est enterrée. Et là, en fait, ça ne communiquait pas avec l'urne funéraire où il y avait les ossements de la défunte. Alors, on a d'autres esclaves qui ont un autre statut. Comme je le disais, les statuts sont parfois un peu différents. Et on a la chance à Bordeaux d'avoir la seule stèle d'une esclave publique, parce que ça existait. Alors, c'est quelque chose que j'ai mis récemment dans les salles d'exposition, enfin l'été dernier. Et pour ceux qui l'ont vu, maintenant, évidemment, avec les QR codes, on arrive à avoir toutes les informations à la fois sur la pierre, mais aussi sur l'inscription et les commentaires. Et cette esclave publique, en fait, était la propriété de Burdigala, la propriété de la ville. Elle était gérée par la ville. Et elle avait pour tâche des travaux d'intérêt généraux qu'elle devait exécuter tout au long de sa vie. Mais comme elle avait un sort un peu plus enviable que les autres, sans doute qu'elle était fille d'esclaves publics, ça se transmet souvent de génération en génération. On le sait par les textes, pour le coup, puisqu'on n'a pas d'autres monuments funéraires jusqu'à présent d'esclaves publics. Cette esclave avait quand même pu réunir un certain petit pécule qu'on devait lui donner, parce qu'elle travaillait bien, parce qu'elle était sérieuse. Et c'était quand même au bon vouloir de ceux qui l'embauchaient. Bon, les autres, d'ailleurs, pour leur pécule aussi, devaient être de bons esclaves et devaient courber les chines plus qu'à leur tour. Donc, elle a eu un petit pécule qui lui a permis de réaliser un monument funéraire qui est quand même assez soigné. Bien sûr, il n'y a que son buste. Quand on est plus riche, on se fait portraiturer en entier. C'est un peu du snobisme, comme les Grecs,
qui se font toujours représenter en pied, c'est-à-dire debout. Là, il n'y a que son buste. Les plis du vêtement sont plutôt bâclés, mais vous savez, il y avait un sculpteur pour les plis du vêtement, un autre pour les têtes, un troisième pour les chevelures et un dernier pour les mains. Enfin, pas un dernier, un autre pour les mains. Bref, c'était un peu du travail à la chaîne, et même les monuments étaient préparés à l'avance et parfois ne concordent pas du tout avec l'âge du défunt qui est inscrit sur la pierre tombale. Mais là, si vous observez bien, malgré le fait que la pierre est malheureusement un petit peu épeauffrée, abîmée en surface, vous pouvez voir quand même qu'elle a un joli minois, un visage bien régulier, une très belle coiffure soignée, la niche est soignée, très régulière et symétrique. C'est vraiment quelque chose qu'elle a dû payer une certaine somme. Et elle a eu la générosité d'abriter dans sa tombe, de le prévoir, d'abriter dans sa tombe, elle a laissé un large espace pour ce texte, d'abriter à la fois son compagnon, puisqu'il n'était pas vraiment marié, il n'avait pas le droit au vrai mariage, les esclaves, même publics, et donc elle héberge son compagnon, ce qui est assez logique, mais aussi un autre esclave public dont elle a fait connaissance, avec lequel elle s'est prise d'amitié. Il y avait donc une certaine solidarité entre les gens qui étaient victimes de cette infortune, on va dire, une certaine solidarité finalement dans les difficultés. Les deux trous que vous voyez à la base se réfèrent à des agrafes qui maintenaient la partie inférieure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'en fait, ça n'est pas une stèle, ça serait un cippe. Le cippe, c'est le monument funéraire en général. Stèle ou plus épais qui contient une urne funéraire. Là, c'est le cas. Il devait y avoir son urne funéraire, mais aussi avec ses ossements mélangés, probablement, ceux de son compagnon et de son collègue. Alors, on pouvait exercer toutes sortes de métiers. Alors, j'ai oublié mes notes, donc je vais vous le dire de mémoire, mais enfin, j'en connais beaucoup. C'est en fait, comme métier, le seul métier qui vraiment mettait au contact de la population, c'était quand on était esclave ou quand on était même affranchi, c'est-à-dire libéré, pas tout à fait libre, mais libéré par le maître. On pouvait être marchand. Donc là, il s'agit d'une marchande, c'est-à-dire il n'y a d'ailleurs que 2 stèles qui existent dans l'Empire romain de marchande. Et là, c'est très explicite parce qu'elle tient une balance romaine, c'est-à-dire une balance, la romaine, vous la connaissez, hein, c'est celle qu'on voyait autrefois sur les marchés, avec un fléau, un poids, et puis des crochets qui et un curseur qui bouge sur une marque qui bouge sur le curseur, il permet d'évaluer le poids. Donc on en a un ici, il n'est pas dans la même position tout à fait, mais enfin vous voyez les 2 crochets, vous voyez le curseur qui est gradué réellement, avec des mesures qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui bien sûr, et puis un contrepoids en plomb. On pouvait faire toutes sortes d'autres métiers, alors je vais vous en parler un petit peu de mémoire. Donc il y a ravaudeuse, fileuse, tisseuse, non pas tisseuse, excusez-moi, c'est couturière parce que ceux qui tissent en métier, pour le métier, sont les hommes. Mais les femmes filaient, c'est-à-dire le travail le plus pénible et qui abîmait les mains, c'est vraiment les femmes qui le faisaient. Et il fallait qu'elles tiennent bien leur maison, donc qu'elles aient ces qualités-là. Et pour les professionnels, c'était encore plus regardé. Et elles travaillaient vraiment sans compter leurs heures. Évidemment, la notion du temps dans l'Antiquité n'est pas du tout la même que la nôtre. Déjà que la nôtre aujourd'hui n'est pas du tout la même que celle de nos grands-parents. Il paraît qu'on vit 4 fois plus vite. Donc là, c'était évidemment incomparable. Et tout ce qu'ils fabriquaient prenait beaucoup plus de temps, de toute façon, que tout ce que nous pourrions imaginer aujourd'hui. Mais comme métier, il y avait tout ce qui touchait... il pouvait y avoir des médecins. C'est pas fréquent. On a 2 inscriptions de médecins, de doctoresses, mais on pouvait même se spécialiser. Alors, quand on se spécialisait, c'était plutôt les sages-femmes, les obstétriciennes. Et les obstétriciennes étaient les seules à pouvoir s'occuper de la patiente, de la parturiente ou de la patiente, des visus. Si c'était des médecins hommes, ils devaient le faire à travers un rideau. Donc les femmes étaient très recherchées pour cette raison-là. C'était très souvent des femmes, du coup. Et les femmes avaient le pouvoir de laisser la vie à un enfant ou pas.
On sait que dans l'Antiquité, on sait qu'il y avait beaucoup d'enfants anormaux, puisqu'on les éliminait a priori pas de façon systématique, bien sûr. Mais gravement anormaux, malheureusement, il y en a eu, et qui ont survécu peu de temps, dont on a retrouvé le squelette inhumé, mais le squelette enfant et pas fœtus. Par contre, on retrouve des squelettes de fœtus et on sait que c'est les femmes, les obstétriciennes, qui décident avec leurs assistantes, ces assistantes, qui décident si elles laissent la vie ou pas. Elles avaient de grandes compétences. Ceci dit, les médecins, eux, avaient d'encore plus grandes compétences parce que les médecins étaient presque tous grecs. Ils avaient les compétences à la fois de la Grèce et de l'Asie mineure, de l'Orient. Là, vous avez un autre monument funéraire. J'ai voulu montrer des monuments funéraires un peu variés et qui illustrent bien ici, alors quelqu'un qui est assez riche, pour que ses enfants, ses deux fils, qui sont des pérégrins, c'est-à-dire à l'origine des étrangers, aient pu lui faire ce monument funéraire. Mais il est très beau, il est un peu snob, puisqu'elle est portraiturée en pied. Ils ont mis leur nom, ils ont dit que c'était bien eux qui avaient fait ce monument funéraire. En revanche, ils n'ont même pas mis le nom de leur mère. C'est dire à quel point la femme compte. Elle compte vraiment pas. On la voit pas, elle est très peu visible. Et pourtant, là, elle est bien habillée. Elle a une double tunique plus un manteau sur les épaules, ce qui montre une certaine richesse. Et elle tient une fleur qui est signe de fécondité. Effectivement, elle a eu 2 enfants. Ici, un autre cas de figure où on voit Aveta qui est très bien coiffée. La coiffure imite celle des impératrices systématiquement, avec un léger décalage, mais plus léger que ce qu'on l'a dit souvent. Et elle tient une fleur contre sa poitrine que lui a tendue probablement la fillette à côté, qui lui tend une autre fleur sortie de son panier. Et elle tient surtout un miroir. Et le miroir est un prétexte pour montrer qu'elle est riche. Parce qu'un miroir, c'était quand même quelque chose qui nécessitait une certaine fortune. Je vais vous en montrer après. Alors, il y a des miroirs qui se tiennent comme ceux qu'on voit ici, et puis des miroirs boîtiers qui sont ni plus ni moins que nos poudriers, c'est-à-dire qu'avec une coupelle, c'est ce qu'on verra plus loin, une coupelle qui contient de la poudre, et le couvercle se retourne et il est étamé de façon à pouvoir voir son reflet. J'en conserve en excellent état, où on se voit vraiment dedans. Qui ont été retrouvés dans le grand cimetière, dans la grande nécropole de Terre-Nègre à Bordeaux. Ici, vous avez encore une autre figuration avec un miroir. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent, surtout dans les figurations qu'on dit en pied, c'est-à-dire entières, où là, on dénote une certaine fortune. Bien que là, il s'agisse encore une fois de gens qui n'ont pas forcément la citoyenneté romaine. Alors, il faut savoir que les femmes elles n'ont qu'un surnom et le nom de leur père. Elles ne prennent jamais le nom de leur mari. En fait, elles sont juridiquement sous l'autorité du pater familias, c'est-à-dire du père de famille. Et il n'y a que ces enfants qui prendront, si elle est citoyenne romaine, qui prendront le nom du père. Et c'est comme ça que se créent les alliances entre les familles. Et en réalité, tout le jeu, c'est de faire des enfants. Ça, c'est la première chose, parce qu'il y a une mortalité infantile extrêmement importante. Et l'autre chose, c'est de créer des liens qui permettent à un côté de la famille de penser qu'il a une plus-value. Et en général, c'est l'homme. Donc, les femmes qu'ils épousent, en général, sont assez fortunées, et celles qui ne sont pas fortunées, elles prennent les restes, en gros, ou elles ne se marient pas, ce qui est très mal vu. Les femmes de la citoyenne romaine ne divorçaient quasiment jamais. Elles avaient normalement pas le droit. Il y avait des dérogations extrêmement rares quand il n'y avait pas fécondation. Quand il n'y avait pas d'enfants, là, il pouvait y avoir quelques dérogations. Mais sinon, évidemment, c'était interdit parce qu'on avait vraiment besoin d'une stabilité de la société et les mariages n'étaient jamais des mariages d'amour. C'était toujours des mariages arrangés pour les raisons que je vous ai indiquées. Seuls les esclaves pouvaient se marier par amour et ils le faisaient. Mais pour se marier, c'était pas un vrai mariage. Le vrai mariage, je le montrerai après, est vraiment une cérémonie légale
inscrites avec des registres comme aujourd'hui. Et c'était pas un vrai mariage et ils devaient demander l'autorisation de leur maître ou de leur maîtresse. Voilà un miroir poudrier dont je parlais. Donc la partie inférieure donc est un peu creuse, vous voyez, et on met la poudre dedans. Et les femmes aimaient beaucoup se parer. Il faut dire que dans leur vie, c'était rare qu'il y ait des intellectuels. Il fallait qu'elles se battent pour l'être, sauf dans la très haute société. Et encore, les femmes d'empereur ne l'étaient pas. Et elles avaient intérêt à tenir bien leur ménage. Alors ce qu'on leur demandait, c'était de la pudeur, de la discrétion, toutes les qualités qui font qu'elles s'effacent complètement, mais qu'elles sont efficaces pour la famille et pour l'entourage, et qu'elles savent diriger les esclaves quand elles sont riches. Elles devaient être à l'affût des besoins de toute la famille. Si elles étaient très riches, elles n'élevaient pas leurs enfants parce que ça déformait le corps, d'allaiter, etc. Et donc, elles faisaient appel à des nourrices. Alors, je ne l'ai pas dit, mais il y a énormément de nourrices. Évidemment, dans les milieux aisés, il y a toujours une nourrice. Et on a énormément de monuments funéraires avec des nourrices, surtout en Gaule, parce qu'elles étaient particulièrement chéries par les enfants qui leur élevaient des monuments. Les enfants fortunés élevaient des monuments aux esclaves affranchis ou pas, quand ils les avaient beaucoup appréciés. Les nourrices, c'était systématique, presque systématique. Elles étaient vraiment c'était des mères de substitution, vraiment. On les appelle mamoulas, c'était un surnom, enfin, un gentil. On verra, il y a des sobriquets qui sont plutôt mignons, comme par exemple un père qui appelle sa fille sur un monument funéraire Fifilia, ma petite fille, ma fille. Voilà. Donc un autre monument funéraire avec un miroir, encore une fois. Mais là, on voit qu'elle tient en main droite un peigne et pour une fois, elle semble regarder le miroir. Parce qu'en général, on le brandit un peu comme un étendard pour dire « je suis riche, je suis d'une famille riche ». En fait, c'est pas la femme qui est riche, c'est le mari. Parce qu'elles ne peuvent pas bénéficier de leurs biens sauf courants. Quand elles peuvent hériter pour transmettre leur héritage, mais elles n'en ont pas de bénéfice, elles ne peuvent pas le revendre, elles ne peuvent pas vendre de toute façon, elles ne peuvent qu'échanger leurs biens. Donc leurs droits sont vraiment extrêmement limités. Alors pour vous montrer des peignes, j'ai fait restaurer il y a peu d'années des peignes qui avaient été trouvées place Camille Jullian en 1991, et on a la chance donc d'avoir quelques peignes. Vous avez, alors on a un ébéniste au musée qui était absolument subjugué par la finesse de travail, et c'est vrai que les Romains faisaient non seulement un travail de Romain, c'est-à-dire très dur, mais aussi des réalisations extrêmement fines dans le cuir ou dans le bois. Mais il faut penser à une chose, c'est quand même qu'il y a une certaine dessiccation, c'est-à-dire un rétrécissement du bois qui fait que ça paraît encore plus fin que ça n'était au moment de l'usage. Et donc vous avez la partie inférieure qui servait de peigne à poux et la partie supérieure qui servait pour démêler les cheveux. Et là, un simple peigne en bois. Alors, elles aimaient beaucoup soigner leur toilette et elles se faisaient aussi des nattes postiches. Donc là, vous avez un monument funéraire. Alors, le trou au milieu n'est pas pour alimenter. Hein. Là, c'était pour soulever la pierre. Ça n'a rien à voir. C'est pour la soulever pour construire le rempart. Donc, c'est arrivé après coup. Mais cette femme qui est un très très beau visage et qui est un peu âgée, elle a quelques rides sur le front, c'est très stéréotypé, c'est très codé, les représentations sont très codées. Elle a des nattes postiches enroulées autour du sommet du crâne, et ça, c'est encore une fois un critère de datation. Alors tous ces monuments que je vous montre là sont du IIe siècle. Ils sont évidemment antérieurs à la construction du rempart, qui est, je vous dis, à partir de 376. Et en fait, en pratique, dans ce que je vous montre, il n'y a rien du 1er siècle, à part les premières statues impériales que j'ai montrées. Autre coiffure avec postiche, tout à fait remarquable, celle que vous voyez ici, avec une natte circulaire autour de la tête, mais des frisottis ondulés qui font penser à Julia Domna, l'impératrice, la femme de Septime Sévère. En fait, bon, c'est cette période-là, donc la fin du IIe siècle, extrême fin IIe siècle, et c'est une très très belle figuration aussi. Et alors, pour se maquiller, elles se maquillaient un peu comme les geishas, c'est-à-dire qu'en fait, elles avaient un fond blanc fait avec de la céruse, c'est-à-dire extrait de plomb, hein, donc c'était toxique, malheureusement. Et elle se faisait 2 ronds rouges sur les joues
elle se fardait les cils et les sourcils et jusqu'à la tempe. On le sait parce que même à Bordeaux, on conserve des petites statuettes en terre cuite qui présentent ces fards-là. Alors, je les présente, mais quand je les présente dans le musée, je les présente un peu dans l'ombre parce que malheureusement, on doit respecter les 50 lux, c'est-à-dire une lumière faible pour préserver le pigment. Donc, c'est un peu délicat. Mais disons, bon, je vous le dis, c'est vraiment très, très particulier. Voilà, donc le vêtement est souple, mais en général, en Gaule, on a simplement une tunique avec une ouverture pour le cou et des ouvertures pour les bras, quelque chose d'extrêmement simple. Et dessous, la même chose en beaucoup plus fin, comme un tulle, qui est un sous-vêtement en fait. Et puis éventuellement un manteau qui est passé sur les épaules et là en diagonale de façon très, très coquette. Une autre avec une très belle coiffure de tresse aussi postiche. On peut estimer que là, c'est postiche. Par contre, les impératrices se faisaient faire la même coiffure, mais pas postiche. C'est-à-dire qu'elles passaient des heures à se faire coiffer. Certaines femmes de l'élite, à Bordeaux aussi, pouvaient se passer des heures à se faire coiffer. Mais enfin, en général, c'était plutôt des postiches. Et même les postiches coûtaient très, très cher. Elles tenaient par des épingles plus ou moins jolies. D'ailleurs, on va en voir tout à l'heure. Mais ça correspond évidemment éminemment à des modes et à des fortunes diverses. Là, vous avez une autre mode qui est plus tardive. C'est une mode de cheveux un peu plus flou, ramenée en arrière et avec un chignon sur la nuque. Là, c'est plutôt Faustine comme impératrice à laquelle ça se réfère. On est vraiment dans la deuxième moitié du second siècle. Voilà. Alors le mariage, je vous ai dit que c'était quelque chose de très légal. C'est effectivement inscrit dans le droit. Et il faut passer par une cérémonie où on se serre la main droite, d'où l'expression dextrarum iunctio, on se serre la main droite. Et là, les défunts ont voulu se faire représenter mariés, dûment mariés, sur cette pierre tombale. Alors, au passage, sur la pierre tombale, qui est quand même du IIe siècle, vu la barbe, la moustache et la coiffure bouclée sur deux registres de l'homme qui est à droite, on est au IIe siècle. Malgré tout, la femme a une coiffure très courte qui, elle, est un peu post-datée, enfin un peu désuète, on va dire. Voilà. Mais donc, elle lui tient la main droite, comme il se doit. Et plaisamment, on voit sur l'arrière, au-dessus de l'épaule gauche de l'homme, je ne sais pas si vous le voyez bien, non, vous ne devez pas le voir, est incisée sa main gauche à l'épouse. Elle passe la main par-dessus son épaule, ce qui est un petit clin d'œil, quelque chose d'assez plaisant, qui ne se retrouve qu'à Bordeaux et à Bourges. Vous savez que les Bordelais, en fait, sont une branche issue des Bituriges cubes, c'est-à-dire de la population de Bourges. Voilà, une population qui s'est divisée. Une autre pierre tombale nous montre une femme, et vous voyez très maladroitement une grosse main qui tient un fruit, et un fruit inversé. Alors, elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu la fécondité qu'elle avait espérée. C'est ce qu'on peut interpréter, mais surtout, ce qu'on voit surtout, c'est qu'elle est en retrait par rapport à l'homme. Comme elle n'a pas de statut défini, elle n'a même pas d'enfant, elle est vraiment très en retrait. Là, on voit qu'ils sont morts certainement un peu plus âgés. Je ne sais pas si j'ai mis l'âge. Non, il n'y a pas l'âge. L'âge ne figure pas sur la pierre tombale. Alors, toutes ces pierres tombales, je ne les ai pas mentionnées, mais elles représentent un peu comme des temples, enfin, comme des petites maisons qui les abritent dans l'au-delà, avec comme un toit et puis ce qu'on appelle des acrotères de part et d'autre, des extrémités qui là sont cassées et sur lesquelles il y avait l'invocation au dieu Man, Dis Manibus. Les dieux Man qui président à la bonne traversée du Styx, le fleuve de l'enfer, pour aller dans l'au-delà. Voilà. Une autre, mais cette fois-ci avec un enfant. Et là, alors, on est vraiment plus reconnu dans la société. Elle est quand même effacée derrière son mari. On voit que son mari est au premier plan. Il est d'ailleurs à plus grande échelle. C'est assez bien fait. Et l'enfant est toujours situé entre les parents. Et ils étaient quand même relativement fortunés parce lui, il a deux tuniques l'une sur l'autre, on le voit.
Mais par contre, elle a non seulement deux tuniques l'une sur l'autre, mais un manteau qui est drapé, noué, enfin drapé un peu comme une écharpe lâche autour du torse, du haut du torse. Une stèle familiale très connue, très, très renommée, celle donc des parents et d'une fillette. La fillette, malheureusement, on n'a pas sa tête, c'est très dommage, mais elle tient une grappe de raisin, donc c'est très emblématique pour Bordeaux. Et ils se tiennent une fois de plus la main droite, mais l'homme tient une cassette dans laquelle étaient les écrits officiels de la lignée. En fait, au départ, on représentait les ancêtres dans la maison, et puis ensuite, on gardait mémoire des ancêtres par des écrits pour les personnages les plus importants. Donc, ça devait être un personnage vraiment important. Il avait tous les écrits de la généalogie, on va dire, dans cette cassette, avec les clés de la maison quand il se déplaçait. Mais les femmes pouvaient avoir autour d'un collier une mini-clé qui leur permettait d'ouvrir leur coffret à bijoux quand même. Voilà, c'était leur seule fortune visible. Une autre famille ici que j'ai présentée il y a quelques années au musée, que j'ai sorti des réserves, et on voit toujours un petit avec une grappe de raisin aussi. Alors il tient aussi un oiseau, c'est assez plaisant, son frère une balle pour jouer, mais vous voyez que la mère est toujours à gauche, mais le père est carrément sur presque un trône. Il est assis sur un fauteuil qui est en élévation, donc on voit le statut social très différencié entre la femme et l'homme. Et on retourne à une tombe toute réduite d'une esclave. C'est une tombe très tardive qui a un croissant lunaire sur le dessus, comme beaucoup de tombes d'Afrique du Nord, mais là, pourtant, c'est une tombe bien de Bordeaux. Et en fait, pour bien connaître l'intimité des femmes, la plupart du temps, c'est quand même par les tombes qu'on les connaît. Parce que là, je vous ai parlé d'écrits qui sont généraux pour l'Empire romain, mais finalement, après, on n'a que ce qui est inscrit dans la pierre. Pour le reste, ce sont les objets. Et les objets, quand ils sont intacts, c'est quand même quand ils sont trouvés essentiellement dans des tombes, dans des cimetières, dans des nécropoles. Donc là, vous avez une urne funéraire avec les restes soit d'une personne, soit de plusieurs personnes. Comme malheureusement c'est dissocié du contexte, on ne peut pas le savoir. Mais on trouve autour, alors pour avoir fouillé un certain nombre de nécropoles, je peux vous dire que de nécropoles où le matériel était d'ailleurs intact et très prestigieux, on trouve autour la vaisselle qui était quotidienne des femmes. Alors quand ça c'est vraiment ce qu'on appelle en fouille la vaisselle de grand-mère, c'est-à-dire qu'en fait c'est la belle vaisselle luxueuse, celle de réception. Mais à côté de ça, on avait des vaisselles qui étaient beaucoup plus communes et malheureusement les femmes passaient beaucoup de temps, vous imaginez, à faire la vaisselle. Mais et pas que ça, à faire la cuisine. Parmi les métiers, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi les cuisinières. Et les cuisinières étaient chargées aussi de faire le pain. Elles ne faisaient pas que la cuisine. Voilà, donc là, c'est une cruche en forme d'éguerre qui est très élégante du 1er siècle et toujours en vaisselle de luxe. Mais les femmes aussi, donc, dans leur mort, on voit qu'elles devaient être protégées en tant que mères. Et là, ce sont des représentations qui les accompagnaient dans leur vie. Et ces petites statuettes qui sont fabriquées en Gaule et qui ont été répandues dans tout l'Empire romain, c'est par ça que la Gaule s'est le plus fait connaître, finalement, je pense. Il y en avait des milliers qui étaient fabriqués à Bordeaux, tout près du Grand Théâtre, à l'extrémité de la rue Sainte-Catherine. On les a retrouvés à la fin du XVIIe siècle. Malheureusement, au musée, il n'en reste pas beaucoup. C'est parce que c'est tout petit et que les gens ont dû s'en emparer. Et puis, il a dû y en avoir des cassés. Toujours est-il que donc c'était sur le Larère, qui est l'autel domestique qui protégeait la famille. Et sur ce Larère, on présentait donc les divinités qui devaient protéger. Alors, si on était commerçant, on mettait Mercure. Si on aimait boire et faire la fête, on mettait Bacchus. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est assez vrai. Mais on mettait presque systématiquement en Gaule ce qu'on appelle maintenant une déesse mère. On ne connaît pas leur nom, mais une petite déesse qui a cette figuration et qui allait soit un enfant, soit deux enfants. Et elle est coiffée toujours d'un corymbe. C'est cette espèce de chignon qu'il y a au sommet du crâne. Et elle est toujours sur un fauteuil d'osier.
Alors, les Gaulois étaient extrêmement réputés pour leur travail de l'osier dans tout l'Empire romain. D'ailleurs, il y a beaucoup de représentations de paniers dans les sculptures romaines du musée d'Aquitaine. Je pense que vous devriez y jeter un œil parce que c'est remarquable. D'ailleurs, je me demande, non, c'est pas celle-là qui est très fardée, mais voilà. Donc elle allait un enfant, et donc les femmes, je vous ai dit, se paraient, et évidemment tout ce qui servait à leur parure se retrouve dans leur tombe, parce que quand elles sont incinérées, on met sur le bûcher funéraire tout ce qui les accompagnait dans la vie courante et qui était très proche d'elles. Donc tout ce qui est intime. Et il y avait tous leurs flacons de toilette, etc. Là, il se trouve que ça n'a pas brûlé, une partie du bûcher n'a pas brûlé, et donc ça s'est conservé intact. Mais ça peut être aussi des offrandes que font d'autres femmes à cette femme. Parce qu'il y a des offrandes qu'on dit secondaires, c'est-à-dire ce sont vraiment des offrandes en fait, qui sont rajoutées intactes après que les objets intimes aient brûlé avec la défunte. Il m'est arrivé dans une nécropole à Lyon de retrouver un petit flacon emprisonnant de la pommade parfumée. Alors les flacons à pommade sont reconnaissables, les petits flacons hauts à pommade sont reconnaissables à leur embouchure plate parce que on posait l'embouchure sur la peau directement et on la faisait courir sur la peau pour répandre la pommade, ce qui était assez astucieux. C'est un peu le stick de l'époque. Mais il y a aussi évidemment des pots à pommade comme celui que vous voyez ici. Donc j'avais trouvé un petit flacon à pommade dont la pommade était intacte à l'intérieur et avait été préservée parce que le bûcher funéraire n'avait fait fondre que le goulot. Et donc, on a pu faire analyser le contenu, mais malheureusement, je suis partie avant la fin des analyses et l'essentiel de ce qui était contenu comme essence était de l'if. Donc, on ne l'imagine pas du tout. Aujourd'hui, c'est plutôt médicinal, l'if. D'ailleurs, à l'époque aussi. Mais voilà, donc là, c'était un flacon qui n'était pas médicinal. Voilà, donc un autre petit flacon qui est très joli du 1er siècle après Jésus-Christ, qui a été retrouvé, qui a été dessiné d'ailleurs par celui qui l'a trouvé, Joannet, qui était un très très grand archéologue, François Joannet, qui a fouillé la très très grande nécropole de Terre-Nègre sur plusieurs hectares, plus de 6 hectares, près des boulevards. Un autre flacon, voilà, je vous présente... ça, c'est une bouteille carrément d'un bleu extraordinaire et de tout petits flacons. Alors, on arrive vers des flacons de plus en plus petits parce que là, ce sont des eaux de toilette de plus en plus denses et on arrive à carrément le flacon dé à coudre qui est très rare. J'ai eu la chance d'en trouver un ici dans les collections bordelaises, mais il est extrêmement rare et il est dit normalement dans les écrits qu'il n'est que réservé aux impératrices. Et ce sont des parfums qu'elles font venir d'Orient. Donc en fait, elles les font fabriquer en Orient et elles les font venir. Alors, vous savez qu'il y avait quand même du commerce avec la Chine déjà. Les soieries venaient de Chine déjà dès l'époque romaine. D'ailleurs, les Romains sont allés jusqu'à la pointe sud de l'Inde. Et récemment, j'ai pu reconnaître des amphores romaines, espagnoles exactement, au Japon. Donc, on n'est pas au bout de nos surprises. Enfin, toujours est-il que donc là, on a un tout petit... C'est gros comme un dé à coudre. C'est vraiment le flacon dé à coudre. Après, il y a des formes plus qu'on dit plastiques, c'est-à-dire qui reprennent, qui évoquent d'autres objets, comme là, une pomme de pin. Et c'est évidemment très connoté ici. On en a plusieurs de ces petits flacons. Et puis ce très beau flacon d'esclave nubien, qui se retrouve, ce type de flacon se retrouve plutôt à l'est de l'Empire romain. Dans les pays vraiment plus marginaux de l'Est. Mais malgré tout, vous voyez, celui-là a été visiblement importé d'Égypte. Il est tout à fait... on peut reconnaître une fabrication alexandrine. Hein. Il a été très vraisemblablement fabriqué à Alexandrie et il est arrivé jusqu'en Gaule. Elles avaient des petits nécessaires à toilette qu'elles portaient sur elles. Donc vous voyez à gauche un anneau en fait, et qui était suspendu sous leur tunique, au-dessus de la première tunique qui est un voile, ce que je disais. Et on voit une petite cupule. La cupule, ça n'est pas pour le phare. La cupule, c'est pour se nettoyer les oreilles. C'est la même cupule qu'au Japon aujourd'hui. Et dessous, ce que vous voyez, c'est une pince à épiler. Alors, elles s'épilaient beaucoup, mais elles n'étaient pas les seules. Les hommes s'épilaient aussi. Hein. Ils allaient au bain épilés. Il fallait qu'ils soient épilés avant.
Évidemment, il fallait que les bains restent le plus propres possible. Je suppose que c'en est la raison. Et donc, voilà une autre pince à épiler qui est un petit peu plus tardive. Mais il y a beaucoup de pinces à épiler et beaucoup de sortes de pinces à épiler dans les collections. C'est très fréquent. Là, vous avez un objet qui est unique au monde. Je suis très contente que l'archéologue très minutieuse Marie-Agnès Guédon, qui avait fouillé à Bordeaux autrefois, et l'archéologue municipal avait pris soin de cet objet. C'est une brosse à cils et sourcils. En fait, à gauche, c'est vraiment minuscule. Ça doit faire 3 cm. Et ce sont des fils de bronze enroulés qui permettent de brosser les cils et les sourcils avec... Mascara est une marque, mais enfin avec du fard. Voilà. Et c'est tout à fait extraordinaire. C'est d'une minutie vraiment époustouflante. Et de l'autre côté, une petite cuillère qui permettait, elle, par contre, de sortir du fard éventuellement et de l'appliquer avant de le brosser. Alors, elles étaient très coquettes et les plus riches, évidemment, avaient des bijoux de prix. Là, on a un bijou qui est remarquable de finesse, et dans chaque alvéole que vous voyez, là, les faux triangles un peu arrondis là, que vous voyez, il y avait une couleur émaillée différente. Malheureusement, ça a disparu, mais c'était des couleurs vives. Même l'émail rouge, qui est très difficile à faire encore aujourd'hui, était très maîtrisé à l'époque antique. Et puis, elles avaient toutes sortes d'épingles. Alors là, j'en ai présenté que 2. Une qui est en ivoire, puisqu'elle faisait venir l'ivoire d'Afrique. Et donc, c'était tourné. Et ceux qui fabriquaient ces petits ustensiles fabriquaient aussi des bijoux en jet. Le jet, ça ressemble à du plastique noir quand on le trouve en fouille. En fait, c'est vraiment similaire à la bakélite. Et c'est du carbone fossile. Et on sait à Bordeaux que c'était importé de York, c'est-à-dire de la Bretagne, ou exactement aujourd'hui de la Grande-Bretagne. Et on fabriquait toutes sortes de bijoux, des bracelets, des bagues, des bracelets torsadés et des épingles. Et puis, il y avait des épingles, évidemment, en argent ou en or. Et ici, vous avez une épingle tout à fait remarquable, qui est unique en son genre, qui est une épingle extrêmement fine en argent, rehaussée d'or, sur le chapiteau sur lequel sont posées 2 colombes qui s'embrassent. En fait, ça devait être une très très riche romaine qui à Bordeaux portait cette épingle et l'a perdue, la malheureuse, et elle l'a perdue en bas de la rue des Remparts, à l'angle de la rue des Remparts. Quand vous montrez la rue des Remparts à l'angle droit, en montant là juste à l'angle avant de monter la rue des Remparts, vous pourrez y penser. Et cette pauvre femme a perdu cet emblème qui est l'emblème de Vénus. Donc, soit son mari, soit son amant lui a offert quelque chose de tout à fait remarquable. Si c'est un amant, elle avait intérêt à se cacher parce que l'adultère était interdit et très, très durement réprimé. Et je n'ai pas mentionné que les femmes infertiles souvent étaient tellement mal vues qu'elles étaient répudiées, elles n'avaient rien à dire. Et dans ce cas-là, elles se réfugiaient dans les forêts auprès de magiciennes pour essayer de résoudre leurs problèmes d'une façon ou d'une autre. Peut-être au cours de Bacchanal, avec les cérémonies à Bacchus, qui étaient un peu pleines d'ivresse et d'excès, sait-on. Là, je n'ai pas parlé des enfants. Et là, vous avez une fillette. Quand je suis arrivée au musée, c'était un garçon. Mais bon, on peut bien regarder. Et quand le musée sera rouvert, vous regardez de très près. Elle a les oreilles percées. Et on a récupéré les boucles d'oreilles. Malheureusement, on les a récupérées. Mais si on les a récupérées, c'est qu'elles étaient en or. En fait, il m'est arrivé de voir sur des monuments funéraires, trouvés en fouille, des éléments rajoutés qui sont en or. Réellement, c'est pas quelque chose de... Quand le monument funéraire est de quelqu'un de riche, là, c'est le papa qui a offert l'Aetus. C'est pour ça qu'on avait dit que c'était un garçon, parce qu'on avait vu marquer l'Aetus. Mais enfin, là, c'est bien une fillette. On voit qu'elle a des bracelets au bras. Elle a une double tunique longue. Donc ça, c'est propre aux filles. Elle a la petite biscouette sur les tempes, là, malgré la frange qui montre que c'est aussi une fille. Et puis, donc, les oreilles percées. Alors, cette représentation est connue dans le monde entier, en fait. Maintenant, on l'a tellement prêtée aussi. Mais elle est très savoureuse. C'est une fillette qui tient un petit chiot
Alors là aussi, on a cru que c'était un chien, mais bon, ça a été étudié par une conservatrice du British Museum qui a fait un article de 17 pages. Donc je peux vous dire que là, elle m'a donné tous les arguments et réellement, c'est un chiot d'une race qu'on pensait ne pas exister à l'époque antique. Mais donc, il y avait des petits animaux familiers comme ça. En fait, les chats n'étaient, au 1er siècle, n'étaient pas encore domestiqués chez les Romains. Donc, ils l'étaient en Égypte, mais pas encore en Gaule. Et puis, donc, on a le coq, qui est un animal familier pour les fillettes. Et on voit, c'est très amusant, parce qu'on voit le coq jaloux de l'attention portée par la fillette à son petit chiot. Et du coup, il lui pince la queue. C'est assez rigolo. Et donc, je vous parlais des femmes qui sont nourrices. Eh bien, dans ces cas-là, quand les mères de famille baladent leur enfant, ce qui leur arrive selon leur caprice, eh bien, elles emportent de quoi abreuver l'enfant par un tire-lait rempli dûment par l'esclave. Et donc, elles vont au marché avec le tire-lait. Et on a retrouvé ces tire-laits avec des tombes d'enfants, systématiquement. Là, c'est la nécropole de Terre-Nègre, mais on en a retrouvé ailleurs. Voilà, donc je pense avoir fait un panorama, avoir brossé un panorama un peu général, mais qui permet de tout appréhender. Par ailleurs, je vous donne de la bibliographie, mais c'est pas pour vous inonder, c'est juste que c'est des choses un petit peu pas toujours très accessibles, sauf le second livre, celui de Bernard Rémy et de Nicolas Mathieu, qui ont séjourné au musée, donc comme je vous l'avais dit, pour étudier chacun des monuments féminins et des objets féminins conservés au musée. Là, cet ouvrage aux éditions Errant, c'est très abordable et très agréable à lire, même si les illustrations sont souvent en noir et blanc. Malheureusement, les musées n'ont pas toujours toute la documentation encore numériquement mise en ligne. Voilà. Et sinon, le grand Camille Jullian, qui a fait un ouvrage incontournable sur les inscriptions romaines de Bordeaux. Mais surtout, ce que je vous recommande, c'est l'histoire de Bordeaux, qui comprend la période romaine et qui est un délice à lire et qui apprend énormément de choses, y compris de choses qu'on voit encore aujourd'hui dans la ville. Et puis le dernier ouvrage en date, donc dirigé par Louis Morin, universitaire, sur les inscriptions de Bordeaux. Alors là, c'est plus scientifique. Voilà, c'est vraiment scientifique avec toute une bibliographie très abondante. Voilà, donc je me suis laissé un temps d'échange pour si vous avez des questions, évidemment. Il y a un micro ici à disposition. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai assommé. Oui. Alors, il y a quelques questions, mais on a 5 minutes. Oui, mais bon, je pense que je vais répondre rapidement. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation passionnante. J'avais visité le Palais Gallien et justement, on nous avait dit que les femmes et les esclaves étaient placés dans le dernier. Oui, c'est exact. Les femmes, oui, je ne l'ai pas mentionné. Oui. Et alors, est-ce qu'elles avaient quand même juridiquement des textes qui leur assuraient un minimum de droits? Les seuls droits qu'elles avaient étaient de transmettre leur héritage et d'obéir à leur mari et de dépendre de leur père. Voilà. Là, j'ai résumé. Vraiment. Merci. Bonsoir et merci beaucoup pour cette présentation très riche. Moi, j'avais une question concernant la femme à la maison. Oui. Était-elle chargée, par exemple, du culte des ancêtres, au dieu l'art? Avait-elle un rôle quand même de maîtresse de maison reconnu et affirmé? Oui, alors c'est un peu comme... oui, elles avaient un rôle affirmé à l'intérieur de la maison, voilà. Tout à fait. Elles étaient même essentielles dans la tenue de la maison, si pauvres soient-elles, et même les plus riches devaient participer à la maison.
Et quand elles avaient des esclaves les suivre, toute l'intendance, elles en étaient chargées. Et quand le mari était en déplacement, elles pouvaient prendre le relais du mari pour l'intendance, à l'exception de tout ce qui touchait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elles s'occupaient de la basse-cour, des récoltes, de tous les esclaves, etc. Donc, elles pouvaient être gestionnaires de domaines, par exemple. Et je ne l'ai pas dit, mais au IIIe siècle, on commence à voir des chefs d'entreprise, des femmes chefs d'entreprise. À Lyon, il y a quelqu'un qui a une mine extrêmement importante et il y a une femme qui a un commerce de tuyaux de plomb qui a essaimé dans toute la Gaule. Donc, qui a été extrêmement riche. Une autre qui a eu une carrière dans les Pyrénées, de pierre. Donc, mais c'est plus tardif, en fait. Sinon, à l'intérieur de la maison, oui, tout à fait. Je ne l'ai pas assez mentionné et vous avez raison de le rappeler. Oui. Mais pas dans le culte public, par exemple. Non, sur la jamais. place publique, Jamais. Là, elles étaient effacées. D'accord. Merci. Je vous en prie. On a encore le temps pour une question. Est-ce que... Oui, on a un lourd passif et beaucoup de choses à remonter. Et en fait, on comprend mieux notre situation actuelle. je parle en tant que femme, excusez-moi, les hommes. C'est vrai qu'en fait, on a une majorité de femmes dans la salle quand même. Ah oui, mais c'est pas très étonnant. Mais oui, non, mais c'est sûr que les pays méditerranéens, en fait, se sont moins éloignés de ces modèles-là que nous. Que plus on va au nord et plus on s'en affranchit. Mais on voit bien que nous, on est à l'intermédiaire entre ces deux situations. Oui, c'est vrai. Eh bien, merci Anne. Je vous en prie.